Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du jeu Cthulhu Death Medaille. Alors, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, pas parce que ce jeu-là est sorti depuis déjà un moment, mais parce que j'ai toutes les peines du monde ces derniers temps à m'organiser pour filmer des vidéos. Donc voilà, ce jeu-là, c'est un jeu coopératif dans l'univers de Cthulhu, le titre est assez explicite, qui est d'abord sorti sur Kickstarter, c'est un cool mini en note, et puis il est sorti depuis un moment aussi, j'ai envie de dire, en boutique. Moi j'ai acheté la version boutique. Dans cette vidéo-là, je vais décrire les concepts du jeu sans aller dans le détail des règles. Ça, on va dire, c'est pour les plus néophytes, parce que ce jeu-là, je pense qu'il est déjà bien implanté dans la communauté de joueurs qui aiment ce style de jeu-là, mais pour les plus néophytes, l'objectif c'est juste de donner un petit peu, de transmettre un petit peu les sensations que ce jeu-là peut procurer. Donc décrire les concepts sans aller dans le détail des règles. Et puis en deuxième partie de vidéo, je vais donner un avis, un feedback on va dire un peu plus général. Alors même si je vais distiller, je pense, des feedbacks au fur et à mesure de cette revue-là. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais décrire aussi quel a été mon cheminement de pensée pour acheter ce jeu. C'est-à-dire que moi, je m'étais intéressé à ce jeu-là au moment de la campagne Kickstarter. Je pensais que c'était, enfin, j'avais l'impression que c'était un bon jeu, mais j'avais décidé de ne pas le backer pour certaines raisons. Et puis, peu à peu, j'ai changé d'avis. Je ne le regrette pas du tout. Et puis, pour les personnes qui ont déjà justement vu déjà des vidéos, peut-être sur le net, ou déjà lu des avis, mais qui n'ont pas encore sauté le pas, ce sera peut-être plus intéressant cette deuxième partie de vidéo. Voilà. Alors, la version boutique, donc elle est en français. Moi j'ai acheté la version boutique en français. Vous pouvez trouver à l'heure actuelle la boîte de base, une grosse extension qui s'appelle basiquement saison 2. Et puis, alors là je les ai, c'est plié, c'est dans une armoire, mais il y a également deux grands anciens, donc deux petites boîtes, chacune avec un grand ancien que vous pouvez acheter. Et dans chacune de ces boîtes, de ces deux grosses boîtes, vous allez trouver un grand ancien et 6 scénarios, ou 6 missions, on va dire. Ici, il y a un grand ancien et puis 6 épisodes aussi. Et puis, vous trouvez également dans le commerce, en boutique, deux boîtes, donc deux grands anciens. Ce qui fait un total donc de 12 épisodes et de 4 grands anciens qu'on peut acheter à l'heure actuelle dans le commerce. Et moi, j'ai rangé tout ça dans cette boîte-là. Donc celle-là, elle est vide. Je l'ai remontée, elle était à la cave, j'ai juste remonté pour l'occasion. Et puis dans une autre boîte, mais qui n'a rien à voir, avec ce jeu-là, mais moi j'essaie toujours en termes de rangement d'optimiser la place. Donc de faire de la récup si je peux pour les rangements, puis d'optimiser en fait l'espace. Donc ici, il y a les fiches des investigateurs. Il y a une sorte de plateau de contrôle qui va me servir à vous expliquer un petit peu les concepts, donc que je vais mettre ici en jeu. Ici, il y a un livre de règles. Après, il y a les différentes tuiles qui nous servent à composer notre plateau de jeu. Je vais mettre ça de côté. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les grosses figurines et puis tous les épisodes. Je vais mettre ça de côté pour y mettre en place progressivement. Et puis dans cette boîte, j'ai un peu le reste, c'est-à-dire les petites figurines, les tokens plus génériques, les grands anciens et puis des dés. Voilà. Alors, ça a l'air un peu foutraque comme ça, mais ça me permet de faire des mises en place qui sont très rapides. Et puis surtout, ça prend peu de place. Alors, ça a peut-être choqué les peintres de figurines d'avoir que j'ai viré les inserts pour mettre tout ça comme ça. En fait, moi, dans ce jeu-là, j'ai l'intention de peindre les figurines. Mais je pense que quand j'aurai le temps, parce que pour l'instant, je suis en train de finir mon Mythic Battle Panthéon, je pense que je vais faire un truc qui est entre le Sundrop et la peinture. Donc je vais aller très très vite. Je pense que je vais faire quelque chose de très très speed. Je vais réfléchir à des plans, à un schéma pour aller très très vite. Ce sera une sorte de Sundrop plus peut-être, ou enfin un truc entre les deux. Et je vais garder en fait ce rangement-là. Donc ça ne me dérangera pas d'avoir les figurines qui sont un petit peu tassées. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu je vais décrire un petit peu les concepts du jeu en déployant le matériel.
Donc dans ce jeu-là, quand vous voulez faire une partie, la première chose que vous allez faire, c'est... chaque joueur va choisir un investigateur. Donc comme j'ai dit au tout début, c'est un jeu coop. Un Cool Mini or Not, donc il se joue avec des figurines. Comme dans tous les jeux, j'ai l'impression, de l'univers du mythe de Cthulhu, chez FFG ou ailleurs, on choisit un investigateur, on dirige un investigateur qui a des points de vie, des points de santé mentale, ça c'est du classique, et puis il y a d'autres choses, bon, ça je décrirai un petit peu plus tard. Donc chaque joueur choisit un investigateur, et puis une fois que ça c'est fait, vous allez choisir une combinaison de deux choses qui sont un scénario. Donc là je vais prendre le premier scénario de la première saison de la boîte de base, histoire de spoiler un minimum. Donc les scénarios viennent tous dans des petites boîtes comme ça. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer un scénario, tout le matériel. Et d'ailleurs, j'utilise le terme scénario, mais je ne devrais pas. Ça s'appelle un épisode. Et puis il faut faire attention parce que scénario, ça pourrait introduire une sorte d'interprétation qui est que ce jeu-là, il est narratif parce qu'il y a des scénarios. Or, ce jeu-là n'est pas fortement narratif. La narration, c'est pas quelque chose qui va soutenir les éléments qui se déroulent dans une partie. C'est pas du tout le cas. Il y a de l'immersion, ça c'est sûr, mais la narration, on va dire qu'il n'y en a pas ou pratiquement pas. Donc, et c'est pas un problème d'ailleurs. Donc je vais essayer de ne pas me tromper sur les termes et je vais utiliser le terme mission ou épisode ou quête. Quête, comme ça peut être le cas dans un autre jeu du même éditeur, un Zombicide, pour décrire en fait, cet élément-là. Donc on choisit un épisode ou une mission et puis on choisit un grand ancien. Alors là j'en prends un au hasard, c'est Cthulhu. Et puis, on est paré pour faire la mise en place et pour commencer à jouer. Alors, avant de décrire les concepts, je vais évoquer un petit peu du matériel pour mieux comprendre les différents concepts du jeu. Dans cette boîte-là, donc dans la boîte du scénario, dans la boîte de l'épisode, de la quête, on retrouve des éléments qu'on retrouve classiquement dans toutes les boîtes d'épisodes, de missions, et puis des choses plus spécifiques. On va dire que, pour résumer vraiment grossièrement, les choses qui sont spécifiques, c'est un ensemble de tokens, et puis les choses qui sont génériques, je vais en parler maintenant. Alors, on a dans chaque épisode une carte comme celle-ci, qui va vous décrire en gros quelle est la mise en place, donc comment vous allez organiser les tuiles pour cet épisode. Alors, je ne vais pas sélectionner les tuiles de cet épisode parce que ça va être un peu long, c'est pas grave. Je vais prendre des tuiles génériques pour vous expliquer après un petit peu les concepts. Donc vous allez prendre des tuiles avec, je sais pas moi. Voilà, je vais faire ça comme ça. Un peu bizarre, mais c'est pas grave. Vous allez prendre des tuiles. Vous allez placer dessus déjà un certain nombre de monstres, peut-être des cultistes, donc je sais pas, moi, ici, voilà. Vous allez placer un certain nombre de tokens. Alors ça, c'est des tokens qui sont spécifiques au scénario. Donc dans le premier scénario, c'est des tokens comme ceux-là, qui sont des tokens d'objectifs qui représentent des laboratoires. Donc je sais pas, peut-être un ici. Donc ça correspond pas du tout à nouveau. Hein, là, pas, je ne fais pas la mise en place de scénario là. Je vous écris les concepts de jeu, des tokens un petit peu génériques. Donc là, c'est des pions feu, parce que dans ce scénario, c'est la gestion du feu. Et puis, vous allez placer des choses qui sont un petit peu plus génériques, qu'on retrouve dans tous les scénarios, qui sont un token pour dire où commencent les investigateurs. Peut-être que c'est sur cette tuile, sur cette zone, on va dire. Et puis après, il y a des tokens portail aussi, qui sont des tokens qui représentent les zones d'invasion. Voilà. Si jamais je reprends un terme à nouveau qui est utilisé dans un autre jeu du même éditeur, c'est par là que les monstres vont arriver. Bon, je vais en prendre juste un. Donc voilà, le portail d'invasion orange. Et puis ça, je vais y poser ici. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Ça, c'est commun à tous les scénarios. Il y a également parfois des tokens qui permettent de relier, donc des tokens de lien, des escaliers ou tunnels qui permettent de relier des zones entre elles, quand il y a plusieurs niveaux par exemple. Donc il y a chaque fois une carte comme ça avec la mise en place, et puis après,
Au recto, vous avez du texte qui décrit un petit peu le contexte en termes d'ambiance du scénario, des actions spécifiques, je vais en parler après, et puis les objectifs de ce scénario-là. Donc ça, vous y placez ici. Après, vous allez chaque fois trouver une carte comme ça, qui est la carte qui décrit les monstres que vous allez avoir dans ce scénario-là. Vous les placez ici. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve en plus? Eh ben, un nombre de cartes NIT, pardon, au nombre de 8. Et ça, c'est commun à tous les scénarios. Dans tous les scénarios, vous aurez une carte comme celle-là, avec les mêmes éléments présentés de la même façon, une carte celle-là, pareil, et 8 cartes NIT. Ça, c'est vraiment une composante générique dans tous les épisodes. Et puis, les tokens, et puis peut-être des figurines selon ce que vous avez comme matériel, c'est des choses qui sont plus spécifiques à un scénario. J'ai oublié un élément, quand il a fallu parler des choses qui sont communes à tous les scénarios, dont je peux parler maintenant ici, c'est les cartes découvertes. Donc, dans chaque scénario, vous avez ça, puis vous avez également des cartes découvertes. Je sais plus si... Et puis vous avez des cartes mythes. Ça, c'est les 4 éléments que vous allez retrouver dans toutes les boîtes épisodes. Alors ça, j'en ai pas parlé. Je peux en parler un petit peu maintenant. Il faut voir ça comme des cartes rencontres que vous pouvez faire dans n'importe quel Ameritrash, qui permettent de contextualiser, enfin d'ajouter, pardon, pas de contextualiser, mais d'ajouter un petit peu de fluff en fait à la partie en déroulant des événements qui peuvent avoir des effets, on va dire, bénéfiques ou néfastes. Et puis dans les autres jeux, il y a des cartes rencontres souvent qui nous permettent de gagner des objets. Bon bah ici, ces cartes découvertes, c'est tout en un. C'est-à-dire qu'une carte découverte est en même temps un événement, en même temps un objet qu'on peut acquérir, ou un compagnon, une ressource qu'on peut acquérir, ou bien un effet négatif qu'on peut avoir. Et puis, alors je vais en prendre une qui est un peu plus celle-là. Elle se présente tout le temps de la même façon. Il y a un choix, la plupart du temps, ou peut-être un test à faire. Donc quelque chose à lire dans la partie centrale. Et puis après, soit on applique le résultat à gauche, soit le résultat à droite. Et ça peut être un objet, par exemple, qu'on gagne, ici un extincteur, et qu'on va mettre dans notre inventaire, donc de cette partie, de ce côté-là. Et puis si jamais on choisit peut-être, ici c'est quoi? C'est une hache de pompier. Et voilà, on choisit un autre objet qu'on va mettre là. Donc l'extincteur peut-être qui nous permet d'éteindre du feu plus facilement, mais la hache de pompier peut-être de combattre des monstres. Donc en fonction de la situation, on peut faire des choix. Ça veut dire que les événements et les objets sont chaque fois spécifiques et dédiés à une mission, à une quête. Alors ça, c'est positif dans le sens où ça permet de contextualiser de façon encore plus appuyée une quête. On a des objets qui sont en relation avec la quête, les éléments de fluff en fait, qui sont décrits au milieu, sont en relation avec le contexte de la quête. Donc ça permet d'apporter une meilleure immersion, c'est plutôt positif. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu faire, comme pour les cartes mythes, un mélange des deux, c'est-à-dire avoir des cartes qui sont spécifiques à une quête, et puis avoir des cartes qu'on doit inclure et mélanger dans ce qu'on va prendre dans un pool de 20 ou 30 cartes génériques. Et puis il aurait fallu avoir des dos qui sont communs. On aurait pu avoir ce choix de conception qui a été fait, comme c'est pour les cartes mythes. Pour avoir plus de variété, on va dire que ce qu'on perd en variété, on le gagne en immersion, et je pense que c'est beaucoup plus facile aussi d'équilibrer une quête quand le périmètre des objets il est borné, que les investigateurs peuvent avoir, pareil, les événements qui peuvent arriver. Je pense que ça apporte plus d'ambiance, et puis ça permet de mieux gérer la difficulté, on va dire, l'équilibrage d'une quête. Donc il y a des avantages, des désavantages, en tout cas c'était fait comme ça, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc vous choisissez, il faut vraiment que j'arrête d'utiliser le terme scénario, vous choisissez un épisode, et après vous choisissez un grand ancien. Et de la même façon, un grand ancien, il y a des composants que vous retrouvez sur chaque grand ancien, qui sont génériques, et puis des composants spécifiques, et puis le modulo, chaque fois, c'est à peu près la même chose. On va dire c'est des tokens, mais ça peut être des tokens et des figurines. C'est ce genre de choses qui sont spécifiques. Donc, ce qui est commun, c'est chaque fois un nombre de cartes mythes,
comme celle-là. Il y en a 8 aussi. Donc dans un scénario, il y a 8 cartes mythes. Avec un grand ancien, il y a 8 cartes mythes et vous allez les mélanger ensemble pour constituer le paquet mythe. Et puis, il y a des cartes que vous allez placer sur ce plateau de contrôle, on va dire, qui sont une carte qui décrit en fait un petit peu les cultistes ou des monstres qui sont spécifiques aux grands anciens. Par exemple, pour Cthulhu, c'est la lave stellaire. Pour Astur, ce sera des cultistes d'Astur. Donc vous placez ça là. Et puis après, il y a les cartes du grand ancien avec ses effets, un petit peu, ses caractéristiques, sa puissance, etc. Ses points de vie, etc. Voilà. Et puis là, si jamais c'est Cthulhu, vous allez prendre la figurine de Cthulhu, vous allez la mettre sur cette piste-là. Voilà, donc en termes de matériel, déjà là, je vous ai montré, je pense, à peu près 80% des éléments du jeu, voire même 80-90% des éléments du jeu. Alors, quel est l'objectif dans ce jeu-là? L'objectif, c'est de tuer les grands anciens. Et ça, c'est un truc assez marrant qui est différent de la plupart des jeux qui se passent dans le même univers, où le grand ancien, normalement, c'est souvent une menace qui est un petit peu lointaine, où on doit empêcher son avènement, ou son réveil, ou des choses comme ça, mais on combat pas directement un grand ancien, c'est beaucoup trop fort pour un humain, quoi. Et ici, on va pouvoir se faire plaisir, c'est le côté décomplexé en termes d'ambiance de ce jeu-là, où on va devoir tuer le grand ancien, et quand vous lisez les textes d'ambiance, c'est dans la même, c'est vraiment dans le même état d'esprit, quoi. C'est comme dans un zombicide, il y a cette espèce d'humour en fait qui est un petit peu parfois chez Cool Mini Note, où les zombies, on n'en a pas directement peur, on va dire. Enfin, on les craint dans le jeu en termes de, enfin voilà, quand c'est tendu, quand l'action est tendue, de la même façon ici. Pour les monstres et puis grands anciens, mais où on est assez content d'aller friter quelque part le grand ancien, quoi. Voilà. Donc c'est une version qui est à nouveau une interprétation pulp et assez décomplexée, on va dire, de l'univers de Cthulhu. Puis c'est assez sympa de se dire que cette fois-ci, on va vraiment pouvoir lui mettre sa rouste aux grands anciens. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de tuer le grand ancien, mais il y a un prérequis. Et le prérequis, c'est d'interrompre le rituel. Et le rituel, en fait, c'est un ensemble d'objectifs qui sont donnés par la carte scénario. Donc ici, un ensemble d'objectifs qu'il va falloir d'abord accomplir avant de pouvoir tuer le grand ancien. Donc on a le scénario qui nous donne, en gros, le premier objectif de jeu à atteindre, et puis le grand ancien qui nous donne, en gros, le deuxième objectif, l'objectif final à atteindre. Et pour pouvoir taper le grand ancien, on doit d'abord accomplir, c'est séquentiel, on doit d'abord accomplir le ou les objectifs qui sont celui du scénario. En l'occurrence, pour le scénario 1, c'est aller détruire des laboratoires qui sont représentés par ces tokens. Mais ça peut varier. Dans le scénario 2, il faut... Alors ça fait très longtemps que je l'ai joué, mais il fallait récolter des bouquins. Et il y avait d'autres tokens qui étaient, je crois, des pions de savoir, je ne me rappelle plus très bien, qui permettaient d'interpréter ces bouquins. Donc il y avait, voilà, donc il y a différents objectifs, on va dire. Il y a différents objectifs à accomplir par l'épisode. Et une fois qu'on les a accomplis, ça signifie qu'en gros, on a interrompu le rituel et là, on peut aller tuer le grand ancien. Donc, le grand ancien qui n'est pas au début sur le plateau, mais qui viendra plus tard, en fait, sur le plateau. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on gagne. Alors maintenant, comment est-ce qu'on perd une partie? Eh bien, la partie, on la perd soit si on a été un peu trop impétueux, et qui a de la mort d'investigateur, alors à une certaine phase du jeu, parce que là en fait ça c'est une piste de temps, en fait c'est un compteur, et donc potentiellement on peut perdre la partie comme ça, mais la façon la plus classique de perdre la partie, c'est quand ce compteur il arrive ici, donc ce compteur on le fait progresser, puis à un moment il y a le grand ancien qui va arriver en jeu, mais le compteur il va continuer, il va être remplacé par ce token là, il va continuer d'avancer, et puis quand on arrive là, on a perdu la partie. Donc il y a une contrainte de temps, comme on le retrouve souvent dans des Ameritrash, chez FFG, dans l'univers de Cthulhu, ce genre de choses. Il y a une contrainte de temps pour gagner la partie. C'est un jeu, je vous le dis avant de vous décrire un petit peu les mécaniques, c'est un jeu qui, d'un point de vue très macro, combine pas mal de choses qui ont déjà été vues ailleurs. Si j'en fais une description comme ça, très macro, ça va pas paraître très original. En fait, il faut vous dire que c'est plutôt positif dans le sens où c'est simple à prendre en main,
Mais par contre, après, c'est dans certains détails de règles, dans certaines implémentations de règles, où là, il y a de l'originalité, et puis les choses elles se combinent plutôt bien, en fait. Donc ça peut vous paraître classique, comme ça, d'un point de vue macro, et ça l'est, en fait. Mais c'est comment le tout se combine qui fait que finalement, le jeu, il est très très bien huilé, il fonctionne très très bien. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour le matériel. Alors, je vais peut-être juste vous expliquer encore deux, trois petites choses dans le matériel avant de parler des différentes phases de jeu. On a ici un grand ancien qui possède plusieurs cartes. Alors en fait, ces cartes-là, elles représentent différents aspects du grand ancien. C'est comme un peu dans les jeux vidéo, hein, c'est quelque chose qui a déjà été vu dans d'autres médias, moins dans les jeux de plateau, je trouve, alors qu'en fait, c'est un concept très facile à implémenter, qui permet d'introduire un petit peu de scripting pour avoir une IA un petit peu plus développée. Ça permet d'avoir justement le boss final qui évolue au fur et à mesure, en fait. Donc, voilà. Et chaque aspect est cumulatif. Donc chaque aspect, en fait, apporte de la puissance aux grands anciens avec les dés qui va acheter, donc c'est cumulatif, qu'on retrouve ici sur la tranche, et puis sur le bas des cartes, il y a des effets qui, eux, sont également cumulatifs. Et donc pour tuer le grand ancien, eh ben, il faut, chaque fois il y a des points de vie, il faut arriver à battre chacun de ces aspects-là, en fait. Voilà. Et ça, c'est le premier élément que j'ai vraiment trouvé super, quand j'ai vu le matériel. Je comprends pas pourquoi c'est pas beaucoup plus développé dans les jeux, le fait d'avoir des monstres, des boss justement qui ont différents niveaux, avec différentes stratégies peut-être à certains niveaux. Ça aurait pu être encore même plus poussé cet aspect scripting dans d'autres jeux. Et ça mérite d'être repris parce que ça a fait ses preuves. L'autre chose que je vous ai pas montré, mais je vais en parler un petit peu pendant que je parle des mécaniques, c'est les dés. Donc il y a des dés qui sont assez spécifiques avec différentes phases, où on a le point d'interrogation qui est en gros une phase de succès. Là, quand il n'y a rien, c'est que c'est un échec. Et puis quand on a ce signe-là, on va dire le signe des anciens, c'est un résultat variable, normalement un succès variable. Voilà. Et puis les dés noirs peuvent également avoir une phase tentacule qui sert à nous faire perdre de la santé mentale. Voilà. Donc ça, c'est les dés. Je vais y revenir pendant que je décris les différentes mécaniques du jeu. Alors, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu qui est un jeu à action, un jeu à objectif qui est structuré en tour de jeu. Et un tour de jeu, il se déroule comment? Alors à nouveau là, si je reste très macro, parce qu'il y a plusieurs phases dans un tour de jeu, mais il faut vous dire qu'il y a une phase dans laquelle les investigateurs peuvent jouer à l'aide d'actions. Ils vont pouvoir accomplir un certain nombre de choses à l'aide d'actions, où on essaye de remporter nos objectifs, de diminuer la menace qu'il y a sur le plateau de jeu, etc. Et puis, il y a une phase qui est la phase de mythe pendant laquelle le jeu se bat contre nous, génère de la menace, nous fait perdre peut-être des points de santé mentale, etc., etc. Voilà. Alors, si on regarde cette feuille d'investigateur, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a dans chaque feuille ce rappel en fait de la séquence du tour. Donc il y a une petite tête de jeu qui est incorporée à la feuille, ça c'est très très pratique. Là on voit qu'il y a 4 phases, parce qu'il y a également une phase où les ennemis nous combattent, il y a une phase, on va dire, d'entretien, on va dire, de fin de tour. Mais je pense que c'est pas très très important de décrire ces phases-là pour comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu là. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une phase d'investigateur qui est une phase d'action assez classique, et puis il y a une phase de mythe qui est une phase assez classique où le jeu se bat contre nous, et que ces phases-là, en fait, on les déroule complètement pendant le tour d'un investigateur. C'est ça qu'il faut essayer qu'il faut retenir, je pense. C'est-à-dire que parfois, dans les jeux coopératifs, surtout dans cet univers-là, on peut avoir des phases communes et puis des phases qui sont spécifiques. On peut avoir par exemple des phases d'investigateur où chaque investigateur va jouer à tour de rôle, puis à la fin, il y a une phase mythe qui est commune pour tous les investigateurs.
Et puis ben, la difficulté, c'est l'effet par exemple de la phase mid qui peut être plus ou moins grande en fonction du nombre de joueurs. C'est comme ça qu'on ajuste la difficulté. Ici, c'est pas le cas. Ici, un joueur, il va jouer, il va accomplir ses actions. Si les monstres doivent taper quelqu'un, normalement, c'est ce joueur qui joue. Bon, alors parfois, il peut y avoir des monstres qui tapent sur une zone, et donc là, ça impacte également les autres. Mais les déplacements des monstres, les cibles des monstres sont le joueur, et puis le joueur à la fin tire une carte mythe, et puis peut à nouveau avoir un effet global, mais très souvent, l'effet, il est ciblé sur un joueur. Et donc ça permet de, je pense, mieux gérer la scalabilité en termes de difficulté par rapport au nombre de joueurs. Parce que comme chaque joueur tire, est la cible des monstres, en gros, quand il joue, souvent, comme chaque joueur tire une carte mythe, que vous ayez un, deux ou trois joueurs, ça s'adapte très très bien en fait. La difficulté s'adapte très très bien au nombre de joueurs. C'est ça qu'il faut retenir en fait d'avoir fait le choix de décomposer en fait le tour de cette façon-là dans ce jeu-là. Maintenant, c'est sûr que à deux joueurs, ça va beaucoup plus tourner, donc un joueur sera beaucoup plus susceptible de tirer de cartes mythes et d'être la cible de choses. Donc, ça ne veut pas dire que la scalabilité elle est parfaite, mais ça permet un meilleur contrôle, je trouve. Donc, c'est assez bienvenu et c'est ce qu'il faut retenir de la structure d'un tour de jeu, je pense. Donc, voilà la structure d'un tour de jeu. Si j'ai maintenant un petit peu plus en détail sur les deux phases principales, qui sont celles du joueur, un joueur, il a un certain pool d'actions, et puis les actions, c'est des actions qui sont assez classiques. Ça peut être des actions de déplacement pour se déplacer, ça peut être des actions pour taper en fait un ennemi, et puis ça peut être, on va dire, les trois actions qu'on accomplit le plus, c'est déplacement, je pense, combat, et puis après la troisième, c'est peut-être des actions qui sont spécifiques au scénario, donc c'est des actions d'interaction avec des tokens, on va dire, qui sont des objectifs spécifiques au scénario. Alors il y a d'autres actions, il y a des actions d'échange, il y a des trucs comme ça en fait, il y a des actions de repos, mais les actions qu'on accomplit le plus souvent, c'est des actions de déplacement, des actions de combat, et puis des actions d'objectifs, on va dire, qui sont spécifiques à l'épisode. Voilà. Et puis après, vous allez tirer une carte mythe, et puis cette carte mythe, comme je l'ai dit, ça va générer des monstres, potentiellement, là où il y a des portails. Ça peut faire déplacer des monstres, ça peut vous générer des points de... ça peut vous générer de la perte de santé mentale, ce genre de choses. Voilà. Ça, il y a des spécificités, il y a des particularités en fonction du scénario et du Grands Anciens, mais on va dire que globalement, c'est ce genre de choses qui se passe durant ces phases-là. Voilà. Donc, dit comme ça peut paraître à nouveau assez simple, le jeu, mais il faut savoir que le jeu est simple. Le jeu se prend très très facilement en main. Les règles du livre de règles sont très faciles à être intégrées. Après, tous les autres éléments sont directement décrits sur les différents composants du jeu et c'est très facile à comprendre. Il y aura très très peu d'aller-retour avec les règles. Et c'est un jeu à objectif, en gros. C'est un jeu coop, c'est un jeu objectif, mais qui a un petit peu plus de richesse, on va dire, qu'un zombicide basique. Si on prend que, par exemple, un zombicide, ce qu'il est au moment où on joue avec la boîte de base. Parce que les quêtes, en termes d'objectifs, elles sont plus variées, un petit peu plus riches. Il y a plus de contextualisation avec des objets qui sont plus variés. Et il y a un petit peu plus de prise de décision. Voilà. Je vais juste vous décrire deux éléments qui permettent de montrer à quel point en fait le jeu il est tout aussi facile à prendre en main, mais il a plus de richesse que ce qu'on pourrait croire juste en le regardant d'un point de vue macro, parce que c'est justement dans l'implémentation un petit peu de toutes ces mécaniques où c'est vraiment très intéressant. Ça peut être les tests et puis la gestion de sa feuille de personnage. Une feuille de personnage, il y a différents compteurs, ses points de vie, les points de santé mentale, j'ai déjà dit, mais il y a une piste de stress, et cette piste de stress-là, elle vous permet de relancer un dé quand vous faites un test. Donc c'est une façon de mitiger le hasard dans le jeu, qui est assez intéressante et bienvenue, et en plus, elle est
Bah, elle est très très cohérente enfin voilà, on utilise le background du jeu pour implémenter une règle, ça, c'est complètement cohérent, c'est en relation avec l'univers, donc ça, c'est vraiment super. Et donc c'est une gestion qu'il va falloir prendre en compte, la gestion du stress, parce qu'à travers des actions de repos que j'ai pas décrites, on peut regagner des points de vie et des points de stress. On va pouvoir améliorer en fait son personnage, non seulement à travers des objets ou des compagnons qu'on gagne, comme j'ai décrit avec les cartes découvertes, mais on va pouvoir augmenter ses compétences. Et alors, on va également pouvoir devenir plus fort grâce à notre folie, c'est-à-dire que plus on devient fou, plus on a des chances de mourir, soit à nouveau, soit on perd tous les points de vie, soit on devient fou, c'est terminé. Mais en plus, il y a des paliers, et ces paliers, non seulement ils déclenchent une folie, donc il y a des cartes folie qu'on tire au hasard au début de chaque partie, pour chaque investigateur, avec des effets négatifs, mais par contre, elles vont nous permettre de développer nos compétences, et en plus, on va gagner des dés bonus à certains paliers, c'est-à-dire qu'ici, il y a un petit dé vert, ici, ici et ici. Donc au tout début, on n'a que des dés noirs, puis après, on va gagner des dés verts, donc plus on devient fou, plus on devient fort, mais plus on devient fou, plus on prend de risques de mourir. Et ça, c'est très très rigolo de gérer ça. C'est de la prise de décision en plus de celle qu'on a déjà par rapport au jeu et aux objectifs qu'on doit gérer. Parce que devenir trop fort trop vite, c'est s'exposer peut-être au risque de perdre son investigateur parce qu'on subit des pertes de santé mentale à cause de cartes mythes ou d'effets de grands anciens par exemple. Donc il faut essayer de jauger un petit peu cette progression, il faut essayer de trouver le bon équilibre. Et puis ça va être différent en fonction des scénarios et des situations. Et puis les compétences, il y a une compétence qui est unique pour un investigateur, puis après les deux qui sont au-dessous, c'est des compétences qui sont plus génériques, qui font partie d'un pool de compétences commun à plusieurs investigateurs. Et là encore, c'est très très intéressant parce que ça va vous permettre de gagner non seulement des dés aussi, des compétences vont vous donner plus de dés. Alors, ici pour des actions plus spécifiques comme du combat ou autre chose, d'accord, alors que là c'est générique, c'est pour tous les tests. Et puis, vous n'allez jamais développer au maximum toutes vos compétences. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix et peut-être qu'en fonction des missions, des scénarios, les investigateurs, vous n'allez pas les builder de la même façon. Peut-être en fonction également des autres investigateurs dans l'équipe. Si certains sont plus support, vous allez peut-être plus vous concentrer sur un autre aspect qui est peut-être le combat ou je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a des éléments comme ça qui rajoutent de la richesse au jeu, qui font que le jeu il est simple à prendre en main, mais il y a de la prise de décision et qui est assez riche en fait. Si je vous parle également des tests, c'est très très intéressant parce que ça c'est un succès, ça c'est variable, ça c'est une perte de santé mentale, mais ça fonctionne non seulement quand vous lancez des dés, mais pardon, également quand les monstres lancent des dés. C'est-à-dire que quand vous lancez des dés, potentiellement vous pouvez subir de la folie, mais quand les monstres vous attaquent et que vous lancez des dés pour les monstres, vous pouvez également subir de la folie. Donc vous pouvez subir de la folie à chaque test. Et donc cette gestion des jeux des dés que vous faites avec le stress pendant votre phase où vous combattez, ou pendant que les monstres combattent, ou pendant que le grand ancien jette, ou d'autres éléments vous font jeter des dés, et c'est à nouveau de la prise de décision qui enrichit un petit peu les parties. Et puis qui font que le jeu, il est simple dans son système, mais que il y a des implémentations, les mécaniques en elles-mêmes, en fait, comment elles sont implémentées, font que le jeu est riche en fait. Et c'est un point que je vais aborder dans le feedback que je vais donner tout de suite. C'est un point fort du jeu, je pense. C'est que je crois qu'il s'adresse tout aussi bien aux joueurs qui sont les moins chevronnés, les moins hardcore gamers. Genre quelqu'un qui aime un zombicide pour sa simplicité, il va aimer Cthulhu Death May Die, mais quelqu'un qui a envie d'avoir un jeu un petit peu plus riche, un Ameritrash un petit peu plus velu avec plus de composants, plus d'éléments, il va également en fait apprécier Cthulhu Death May Die, quoi. Et puis je pense que c'est un très bon jeu aussi pour initier des joueurs néophytes à ce style de jeu là, quoi. Mais ça, je vous le décris un petit peu plus justement dans la partie feedback que je vais aborder maintenant. Alors, je vais donner un feedback un peu plus générique sur ce jeu-là, au risque de me répéter un petit peu, parce que j'ai déjà distillé en fait des éléments pendant que j'écrivais les concepts du jeu.
En termes de matériel, le jeu il est vraiment top. Les figurines elles sont cool. C'est du cool mini en note. Je ne vais pas les montrer dans le détail. Vous pouvez trouver des figurines qui sont peintes sur la page Kickstarter où on arrive mieux à voir les différents détails de sculpture. Les cartes, tous les composants sont top. Les tuiles, parfois, elles sont, en termes de taille, elles sont un petit peu limites, on va dire, parce que c'est parfois compliqué quand on a un grand ancien sur... on va dire, ça c'est une zone. Là, il y a deux zones. Quand on a un grand ancien là-dessus, puis qu'on a d'autres figurines, bon voilà, c'est facile à deviner que ça prend toute la tuile. C'est pas toujours très pratique. Maintenant, est-ce que c'est des tuiles qui sont très petites? Est-ce que c'est des figurines qui sont trop grosses? Moi, je pense que les figurines, bon, bah, c'est la taille standard chez Cool Mini en note. Hein, ils aiment bien faire des figurines comme ça. Et puis en plus, on a des gros monstres ici et des grands anciens et des grands anciens qui sont gros. Donc c'est peut-être même plus gros que chez d'autres jeux, que sur d'autres jeux, pardon. Moi, j'avoue que entre avoir des tuiles plus grosses et des figurines plus petites sur ce jeu-là, j'aurais préféré avoir des figurines un petit peu plus petites. Ça m'aurait pas dérangé. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément les tuiles qui sont trop petites, mais c'est juste le rapport de taille entre les tuiles et les figurines qui n'est pas toujours très pratique, mais bon voilà. Après on s'arrange, c'est pas insurmontable, et puis ça a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place sur la table. Moi je trouve que c'est quand même assez pratique. Et puis ça prend aussi moins de place une fois qu'on y range, donc moi ça me dérange pas. Et ça c'est peut-être le seul point en termes de matériel qu'on peut évoquer, où c'est pas... il y aurait pu avoir en fait quelque chose d'un petit peu mieux. Pour le reste c'est nickel. Et puis sur les mécaniques du jeu, ben moi j'ai que du positif à dire en fait. Mais vraiment que du positif. Je vois pas de point noir sur ce jeu-là. C'est un jeu facile à prendre en main. Vraiment, il est très facile à prendre en main et pourtant il est très il est fluide, mais il permet vraiment beaucoup de il permet beaucoup de choses différentes en fait. Ce qui compte, c'est que peu importe qu'un jeu soit simple ou compliqué, il faut que la prise de décision elle soit riche, et puis il faut que les interactions entre les joueurs elles soient riches. Il faut qu'on se pose des questions. Nous, enfin moi j'ai joué tout seul et à plusieurs, même à plusieurs quand c'était entre guillemets facile. Bah, on réfléchit quand même entre nous, on interagit, on réfléchit à quelle est la meilleure stratégie. Donc de ce point de vue-là, moi je trouve que le jeu il est très très bien équilibré en fait. Les mécaniques sont... Il n'y a pas de point il n'y a pas de questionnement majeur en fait. Et pour vous dire, au moment où j'ai lu le livre de règles, j'ai instantanément compris quel était l'objectif du jeu en fait, quel était enfin, à quoi correspondait le jeu, quoi. Et sentir quel va être le jeu au moment où le livre de règles et se dire ah ouais d'accord, mais en fait le jeu il va être cool avant même d'avoir fait la première partie, quand ça fait un clic à ce moment-là, généralement c'est plutôt un très très bon signe. Et ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour les joueurs avec qui j'ai joué. Donc moi j'ai un avis qui est très très favorable à ce jeu-là. Je suis content qu'il n'y ait pas de narration, parce que ça permet plus de rejouabilité. Moi je trouve que j'ai pas besoin d'avoir plus de narration. Moi ce qui compte, mais je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est d'abord l'immersion. Qu'on se raconte une aventure ou qu'on ait une aventure qui nous est racontée, peu importe en fait comment c'est matérialisé. Moi je trouve que le fait de ne pas avoir de narration, ça permet d'avoir plus de rejouabilité, ça augmente la durée de vie du jeu, tout n'est pas basé en fait sur la découverte d'un scénario. Donc pour avoir un bon jeu, il faut qu'on ait des mécaniques qui sont solides. Et puis ben là, les auteurs de jeux là, Eric Lang et puis Davio, c'est pas des néophytes, hein. Ils font des très bons jeux, ils connaissent leur affaire, c'est des très bons concepteurs, et donc ben, ça fait plaisir d'avoir un jeu qui tient la route en fait au niveau des mécaniques sur lesquelles on n'est pas obligé d'adapter, où il n'y a pas de souci, et puis c'est vraiment bien huilé, c'est fluide. Donc, et puis les spécificités que j'ai pu évoquer, comme les différents stages des grands anciens, comme ben, la gestion de la puissance des personnages, les tests. Donc les tests qu'on va faire à chaque action, hein, enfin pas à chaque action, c'est faux, parce que quand on se déplace, on ne fait pas forcément un test, mais quand on interagit parfois avec des éléments d'objectif, quand on combat un monstre, les tests, ça fonctionne chaque fois de la même façon. En termes de relance, avec la gestion du stress, c'est chaque fois un petit peu pareil. Enfin, il y a un cœur.
il y a un cœur qui permet, un système, un noyau de règles qui permet de faire plusieurs choses qui sont réutilisées un petit peu tout au long du jeu. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc moi, en termes de mécanique, je trouve que c'est vraiment un jeu qui a pratiquement un sans faute, qui se met très facilement en place, qui s'explique très très facilement, qui se joue très très simplement, mais qui a beaucoup de renouvellement de par cette combinaison scénario grands anciens. Voilà. Et je pense vraiment que la force de ce jeu-là, c'est de pouvoir plaire tout autant à des personnes qui ont trouvé peut-être que Zombicide c'était trop light, après avoir fait quelques scénarios du livre de base, que à d'autres personnes qui ont envie de quelque chose de facile à comprendre, parce qu'elles jouent peut-être pas beaucoup, facile à expliquer. Et ça peut vraiment drainer tous les Ameritrashers, quel que soit leur appétence en fait pour un système complexe ou un système qui ne l'est pas, quoi. En fait, je fais des comparaisons, enfin c'est pas une comparaison, je prends Zombicide comme référence parfois, parce que moi je sens quand même que ça vient du même éditeur, et je sens quand même une ADN qui est un petit peu partagée entre ces deux jeux-là. Et pour tout vous dire, en fait, si je fais une petite parenthèse, Zombicide, une fois que vous allez une fois que vous achetez plein d'extensions, parce qu'il y en a beaucoup, enfin moi pour le Black Plague, une fois que vous jouez pas les scénarios des quêtes officielles, mais que vous allez jouer des scénarios qui sont des scénarios faits par la communauté, ou des campagnes faites par la communauté, qui introduisent des mécaniques qui sont spécifiques à des quêtes, et du fluff et des choses qui sont spécifiques à des quêtes, et du matériel, sans pour autant dénaturer le côté accessible et simple du jeu, et bien en fait on se retrouve avec quelque chose qui est très très près de Cthulhu Death Medaille en termes d'ambition, de contenu et de mécanique. Sauf que Zombicide, c'est un jeu qui est entre guillemets bac à sable, dans lequel il va falloir s'investir, faire un effort pour le pimper et l'enrichir et l'élever quelque part pour en faire un jeu super. Alors que ici, peut-être que vous allez arriver moins haut, enfin il y a peut-être moins le potentiel, quoique ça a discuté, il est peut-être moins élevé. Je pense pas qu'il soit moins élevé, je pense que c'est juste plus difficile d'apporter du contenu à ce jeu-là, mais au moins il y a déjà tout clé en main. Et en achetant en fait la boîte de base, à la fin des 6 épisodes, vous n'allez pas vous dire, ah bah tiens, là c'est comme si j'avais fait 10 missions dans Black Plague où j'ai un sentiment de redite, quoi. Là, il y a un sentiment de variété. Si je refais encore une comparaison, enfin pas une comparaison, mais si je reprends un nouveau Zombicide pour discuter de ce point-là, sur l'aspect communautaire, c'est peut-être là où je regrette certaines choses sur ce jeu-là. C'est que là où un Zombicide, c'est très facile de développer du contenu, il peut atteindre vraiment des sommets une fois que vous avez pas mal transformé le jeu. Ici, c'est beaucoup plus difficile, mais quelque part, c'est pas très grave parce que de base, il y a déjà tout, en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est plus difficile de développer un nouveau grand ancien, si vous le voulez. C'est beaucoup plus difficile parce que, en termes de... bref, un scénario, c'est plus difficile parce qu'il y a plus de cartes, en fait. En termes de composants, c'est plus compliqué. Voilà. C'est juste plus compliqué à élaborer. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup moins de production de la communauté pour Death Medaille que ça l'est pour d'autres jeux, alors que c'est dommage parce que moi j'avais réfléchi à des idées comme Grands Anciens pour faire un Ithaca basé avec du gel, des trucs comme ça sur les cartes mythes, des effets de ralentissement et de machin. J'avais aussi réfléchi avec Atlar Nacha pour avoir un... Bon, je vais pas aller dans le détail de mes réflexions, quoi. C'était juste des réflexions d'un truc de déphasage avec le côté réalité, pas réalité, enfin bref. J'ai pas réfléchi à des scénarios, mais j'avais réfléchi à des choses comme ça, en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile à développer, en fait. Voilà. Mais ça, c'est pas un point négatif du jeu, hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de ça, en fait, parce qu'il y a déjà suffisamment de contenu pour vraiment s'éclater. Donc moi, ce jeu-là, que vous ayez déjà un jeu dans l'univers de Cthulhu ou pas,
je pense qu'il va trouver sa place. Et ça, c'est un petit peu la question que je m'étais posée avant d'acheter ce jeu-là. Et c'est là-dessus que je voulais revenir un petit peu dans cette revue, c'est-à-dire discuter un petit peu du pourquoi est-ce que j'ai décidé finalement d'acheter ce jeu, alors qu'au début, j'avais pas forcément l'intention. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont inhérentes à la campagne que je vais passer. Moi, je me rappelle que la campagne elle était non seulement en anglais, mais ce jeu-là, vu que j'y joue avec différents groupes de joueurs, parce que c'est justement un jeu qui est très facile d'accès et que tous ne maîtrisent pas très très bien l'anglais, ça pouvait être un frein, le fait qu'il soit en anglais. Il y a eu d'autres éléments, comme l'espèce de gros Cthulhu, en fait, avec un scénario dédié. Si vous allez voir la campagne, c'est une figurine qui a la taille d'un bébé. Il y avait même eu une photo de comparaison à l'époque. Et ça, il y avait eu soit des prix différents, soit des dates de livraison différentes. Enfin, comme on peut en avoir quand il y a des pledges pour les early backers. Et moi, j'apprécie pas en fait ce genre de technique. C'est quelque chose que j'aime pas, le fait de mettre en fait des carottes pour attirer les joueurs à pledger dans les 5 premières minutes. Je comprends commercialement pourquoi les gens font ça, parce que une campagne se décide souvent sur les premières heures en fait, ou sur les premières 24 heures quoi. Et puis parce que ça, il y a un effet de locomotive quoi pour entraîner d'autres joueurs, mais bon, je pense qu'il y a plein de campagnes qui ne le font pas et ça marche très bien. Donc sur cette campagne-là, j'avais pas trop aimé je sais plus si c'était les délais de livraison en fait ou des trucs du style. Et puis il y avait eu d'autres choses, le fait que ce soit écrit en anglais. Quoi. Et donc je l'avais pas baqué aussi parce que je m'étais dit, mais attendez, ce jeu-là, il sera... Alors, j'avais regardé un petit peu les mécaniques des vidéos, mais j'avais l'impression que c'était un jeu qui sera à mi-chemin entre les demeures de l'épouvante et puis un zombicide Black Plague. Et c'est pas totalement faux en fait, quelque part, il est un petit peu à mi-chemin, mais il se trouve pas à mi-chemin pour des raisons qui sont, comment dire, un petit peu uniformes des deux côtés. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de narration. C'est pas le cas, tant mieux. Et donc je me disais, mais moi j'ai déjà les demeures, donc j'ai pas besoin de celui-là. Et pour le côté, chips and bretzel, j'ai zombicide, donc j'ai pas besoin de celui-là. Et c'est le fait qu'il n'ait pas de narration qui s'approche, qui se rapproche beaucoup moins des demeures de l'épouvante que ce que j'aurais pu le croire. Parce qu'au final, il est quand même très très éloigné, je trouve. Alors qu'au début, c'est pas cette sensation que j'avais eue pendant la campagne qui a commencé à me faire intéresser au jeu. Et là, je me suis dit, d'avoir un jeu qui est très facile d'accès, mais plus riche que du zombicide de base, à tout clé en main, où j'ai pas besoin de me plonger dedans, dans un univers que j'aime bien, en fait, finalement, ce jeu-là, il va totalement avoir sa place dans ma ludothèque, quoi. Et une fois que j'ai commencé à avoir cette réflexion-là, ben, j'ai commencé à me projeter à ce moment-là dans l'achat de ce jeu en boutique. Et ça a été le premier point, et je pense que ça a été un point qui est vraiment très très important, parce que j'ai d'autres jeux dans l'univers de Cthulhu, et j'aime cet univers. Et forcément, ça questionne en fait d'en acheter un nouveau. Ben là, il apportait vraiment mécaniquement, même s'il y a des choses qu'on retrouve, mécaniquement, ça apportait des choses nouvelles. Et je me voyais très très bien sortir celui-là, pas à la place d'un autre, mais juste parce que en fonction du temps qu'on a, du public, et puis des derniers jeux qu'on a joués dernièrement, ben celui-là, ben voilà. Maintenant, c'est celui-là que j'ai envie d'y jouer, ou qu'on a envie de jouer. Donc ça, c'était le premier point. Je trouvais qu'il ne faisait pas doublon par rapport au jeu que j'avais. L'autre élément qui m'a fait acheter ce jeu-là, alors, il est lié à la sortie boutique. Alors, il y a d'une part le fait qu'il sorte en français en boutique, donc ça, je suis très content. Mais j'ai regardé au tout début de l'année, je m'intéressais à d'autres trucs, on va dire. Je m'intéressais à un jeu. Enfin, honnêtement, Cool Mini or Not, ils ont pas mal de défauts. Mais quand on regarde les jeux qui sortent, enfin bon, bref, non, parce que souvent leurs jeux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont assez bien huilés, je trouve. Il y a l'exception de Massive Darkness 1 qui me semblait un petit peu bancal. Mais sinon, et encore, je pense que ça se discute. Mais je trouve que, qu'on aime ou pas, c'est assez bien huilé. Généralement, c'est des jeux qui sont bien finis. Et sur Kickstarter,
Il y a parfois, on achète des gros jeux, il y a des boîtes qui ont de l'expérience, et parfois mécaniquement on se dit mais comment ça se fait qu'on ait des trucs comme ça quoi. Enfin, si vous vous rappelez de la revue sur Solomon Kane que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai pas descendu le jeu parce qu'en fait c'est pas un jeu qui mérite d'être descendu, hein, parce que c'est un jeu qui peut être très très sympa, mais quand même il y a des choix de mécanique où je me suis dit mais là ça va pas du tout, et moi j'ai revendu mon jeu à cause de ça en fait. Alors qu'il y a des gens qui ont de l'expérience. Généralement avec Cool Mini en note on peut être assez confiant. Et il y avait Bloodborne qui m'intéressait, et que je pense qui est toujours super, qui est différent, hein, qui est beaucoup plus calculatoire, mais moi justement, qui est encore plus différent d'ailleurs que, enfin, par rapport à ce que je possède que ce jeu-là, et que je voulais acheter. Je m'étais dit, bah, je vais surveiller la sortie boutique, et puis un truc qui m'a fait dire, bah, finalement, j'ai pas acheté Bloodborne, c'est le suivi. Et c'est ce qui m'a au contraire fait acheter ce jeu-là, en fait. Dans mon cheminement, c'est un des éléments qui m'a fait acheter ce jeu. C'est que bah, un des défauts de Cool Mini or Not, c'est les exclusivités Kickstarter. Ça, c'est encore pire que les early pledge. C'est, moi, je trouve que c'est pas nécessaire, en fait. C'est à nouveau un argument commercial. Vous limitez les gens qui vont après accéder à ce jeu en boutique, ils vont le payer plus cher, ils l'auront plus tard. Pourquoi est-ce qu'on veut limiter le contenu et puis ça crée de la spéculation? C'est stupide, en fait, je trouve. Je suis totalement contre ça et ça me plaît pas, en fait. C'est leur pire défaut, en fait, je trouve, chez Cool Mini, ça, d'ailleurs. Ça, et puis le fait que parfois ils chargent un petit peu la mule en termes de matériel. Mais bref. Sur Bloodborne, quand vous allez regarder les exclusivités Kickstarter, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et si vous aimez le jeu, ben, vous allez passer à côté de pas mal de contenu. Alors, il faut relativiser parce que quand vous regardez le nombre de boîtes, ça peut paraître beaucoup, mais quand vous regardez le contenu, c'est-à-dire les boss, en fait, les éléments qui permettent vraiment de renouveler le jeu, il y a des boîtes en fait qui sont pas exclusives et qui ont pas mal de contenu, donc il faut faire attention à ça. Mais néanmoins, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de choses, et même si jamais tout ce qui sortira en boutique suffit en fait à apporter pas mal de durée de vie et de variété, moi je sais que quand j'aime un jeu, j'aime avoir les extensions du jeu parce que pas forcément par esprit de parce que je suis un complétiste en fait, mais parce que j'ai envie quoi, de faire vivre ce jeu sur la durée. Quoi. Moi je préfère acheter des extensions que des jeux. J'ai envie de faire vivre mes jeux. Quoi. Et c'était moins le cas sur celui-là. Parce que sur celui-là, ben, les deux grosses boîtes, la première saison et la saison 2, elles sont sorties. Les deux grands anciens, ils sont sortis. Et après, il y a juste, entre guillemets, juste, une boîte de stretch goals qui n'est pas sortie. C'est-à-dire que c'est vraiment le jeu où il y a très très peu d'exclusivité Kickstarter. À ce niveau-là, il est beaucoup plus proche d'un Zombicide que d'un Bloodborne ou bien d'un Massive Darkness 2 qui a beaucoup d'exclusivité Kickstarter aussi. Quoi. Massive Darkness 2, si vous ne l'avez pas backé, je pense que c'est une faute. Celui-là, si vous ne l'avez pas backé, vous l'avez acheté comme moi en boutique, et ben, je pense que vous n'avez pas de regret à avoir, et au contraire, c'est aussi pour ça que je fais cette revue-là, c'est pour dire que ben, ce jeu-là, il peut très très bien être acheté en boutique, il y a par rapport à la campagne, suffisamment de matériel. Moi, j'avoue que dans la boîte de 13 Goals, ce que j'aurais voulu, c'est... Alors, tous les investigateurs, je m'en fous. Il y en a largement assez ici. Franchement, c'est largement suffisant. Et comme ils se butent différemment, donc c'est pas important d'avoir plus d'investigateurs. Si j'en ai un peu plus, tant mieux, mais c'est pas indispensable. Il y a 3 scénarios en plus, avec des figurines. Bon, bah, 3 scénarios sur 12. Si je les ai, bah, c'est cool. C'est plus cool que les investigateurs, ça apporte plus de replay value, mais c'est pas indispensable. Par contre, il y a un grand ancien, et ça je le regrette beaucoup, c'est Dagon. Et comme il n'y a que 4 grands anciens, ben, s'il y a 25% en plus, tout d'un coup de contenu que vous rajoutez pour pouvoir faire des mix, le produit scalaire entre le nombre de scénarios, le nombre d'épisodes et le nombre de grands anciens, ben, le résultat il varie beaucoup. Quoi. Donc là, il y a vraiment beaucoup de rejouabilité avec le grand ancien. Et ça, c'est vraiment dommage que Dagon soit exclusif en fait. C'est le seul point moi qui me chagrine un petit peu. J'essaie de le chercher, de le trouver, voire même la boîte complète de Stretch Goal. La boîte complète elle a des prix délirants. Et puis juste Dagon, j'aimerais bien. Si je peux pas avoir juste Dagon, un jour j'arrive à trouver la boîte qui est pas encore trop chère. Bon elle sera trop chère, mais si c'est pas trop délirant, je pense que je l'achèterai plus tard. Et puis l'idéal, ce serait que j'arrive à trouver juste Dagon, et là, bon bah voilà quoi. Mais si jamais c'est pas le cas, c'est non plus pas
c'est pas le jour et la nuit, quoi, c'est pas une perte. Mais c'est vrai que je regarde régulièrement sur le net pour voir si je trouve pas ce contenu-là, quoi. Mais voilà, ça c'est un autre élément qui m'a fait dire, ah bah tiens, là la sortie boutique, elle a beaucoup de contenu, donc elle vaut le coup, je trouve. Voilà, j'ai pas l'impression, peut-être que j'aurais payé moins cher, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, j'ai le jeu en français, je l'ai acheté en boutique, ça va très très bien aussi, et je le regrette pas justement. Enfin, je regrette pas, sauf pour ce contenu un peu exclusif, mais vraiment c'est un détail quoi. Je regrette pas mon achat en boutique. Voilà. Et donc, du coup, ben, je le conseille vraiment fortement, ce jeu en boutique. Et c'est un peu pour ça que finalement, ben, voilà, j'ai revu ma copie. C'est à cause de ces éléments-là qu'au tout début, je m'étais dit, ben, je vais pas acheter le jeu. Et puis finalement, je me suis dit que je vais l'acheter parce que, en fait, non, il est un petit peu différent de ce que je pensais. Je vais pouvoir avoir du contenu, de la rejouabilité. Et puis, peut-être qu'il y a une saison 3 qui sortira. L'auteur Eric Lang, il en avait parlé à un moment dans une interview il y a très longtemps où il disait que quand il avait pitché le jeu au ponte, on va dire, de Cool Mini, donc avant même que la phase de production, de production soit démarrée, enfin au tout début, quoi, quand il avait pitché ses idées, il avait déjà pitché ses idées pour une saison 3 et d'autres trucs. Donc les idées, en fait, elles sont quelque part à l'état... Enfin, c'est des drafts qui doivent être dans un placard, j'imagine, mais ils existent, quoi. Maintenant, Eric Lang, il a quitté Cool Mini or Not. Dans quelle mesure ces idées elles vont être développées? Est-ce que c'est ces idées qui vont être gardées? Est-ce qu'il va être, est-ce qu'il va continuer d'être embauché mais en tant que freelance, alors que là il se consacre à d'autres choses en fait? Il est plus enfin il fait du militantisme en fait actuellement quoi. Je crois qu'il a un peu envie d'arrêter le développement du jeu, j'ai l'impression. Donc est-ce qu'il y aura une saison 3? Bon là ça fait un moment que c'est sorti et puis il n'y a pas de nouvelles. Enfin il y a juste eu un petit Kickstarter avec un comic books et puis des investigateurs en plus. Aucun intérêt. Par contre il y avait, et ça je l'ai acheté sur eBay, il y avait des cartes qui permettent de varier un peu l'effet des cultistes. Il y a 4 cartes. Ça m'a coûté 4 euros. Un mec qui revendait ça à 4 euros. Bon bah là c'est acceptable, j'ai acheté ça quoi. Il y a quelques temps, enfin là il y a quelques semaines ou 1 ou 2 mois au moment où les gens ont reçu ce Kickstarter, mais hormis ce petit bonus, c'est vraiment 3 fois rien. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de note d'intention de la part de Cool Mini or Not ou bien de teaser concernant la saison 3. Mais s'il y a déjà les idées qu'elles ont été pensées à l'origine, en plus par les auteurs, enfin, vu ce qu'ils ont réussi à faire sur ce jeu-là, c'est sûr que enfin, il est complètement fait pour recevoir une nouvelle saison, quoi. Peut-être pas 36 000, mais en tout cas une nouvelle saison. Moi, je trouve que ça serait parfait, quoi. Une nouvelle grosse boîte et puis un nouveau grand ancien, voilà. Une nouvelle grosse boîte, une nouvelle saison avec Ithaca et puis un grand ancien qui s'achète à part, genre Atlar Nacha, ce dont j'avais parlé, parce que moi je pensais à ceux-là. Ça, ce serait le rêve. Puis ça permettrait d'avoir quelque chose qui est symétrique. Première saison, un grand ancien en plus pour ceux qui veulent commencer. Deuxième saison, ils peuvent également acheter un autre grand ancien en plus. Puis troisième saison, pareil, c'est carré. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça, quoi. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour chez Cool Mini or Not. Là, ils ont teasé d'autres trucs. Voilà. Et puis, si jamais ils sortent une troisième saison, j'espère que ce sera vraiment complètement scalable avec ce qu'ils ont. Enfin, scalable, pas scalable, ça pourra complètement s'intégrer, je veux dire, complètement compatible, c'est le mot que je cherchais, avec le contenu qui existe déjà. Ce que je voudrais pas, c'est une saison 3 standalone. Un petit peu comme dans Zombicide où il faut choisir entre les contenus. Enfin, il faut choisir en fait les saisons qu'on joue, quoi, parce que c'est des standalone, quoi. Moi, j'aimerais plutôt avoir une saison 3 qui s'intègre comme la saison 2, quoi. On verra si jamais c'est le cas. Voilà. Donc, c'est tout pour cette revue longue et verbeuse. J'espère que j'aurai le plus le temps de faire des vidéos, parce que j'ai en tête des trucs que j'ai envie de faire, mais ça, c'est une question d'organisation. Et puis, d'ici là, je vous souhaite tout de bon. Allez, ciao ciao!